Et on en arrive à une question concrète, parce que faire tourner, enfin en gros les ordinateurs tournent pour trouver la bonne combinaison, quoi. C'est un peu comme la combinaison finalement C'est des mineurs, oui. d'un coffre. Mais sauf que ça consomme énormément d'énergie. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour la défense du Bitcoin là-dessus? Alors oui, ça consomme énormément. Et si tout va bien, ça consommera encore plus l'année prochaine. Et si tout va bien, dans 10 ans, ça consommera 100 fois plus. Et c'est très bien comme ça. Alors par contre, voilà, donc si tu as bien suivi là, ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est pas le transfert de transactions, c'est le minage. C'est le minage seulement. Chercher la solution. Parce que la difficulté, elle est de plus en plus grande. Et de plus en plus grande, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui mine. Donc, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, on est au plus haut, d'ailleurs, du taux d'essai à la seconde. Ça, c'est assez joli. Alors, on est quasiment au plus haut, on est à 140. C'est des millions, ça? 140 000 TH par seconde, donc c'est des milliards de millions de H par seconde. La difficulté en est là, c'est vraiment c'est un nombre incalculable. Ouais, d'accord. Ouais, donc, ouais, ça fait chauffer, Ça, ça ça- fait chauffer le PC, quoi. Mais alors, bon, faut voir. Moi, je dis que c'est très bien en rigolant. Bon, évidemment que c'est pas, c'est là dit comme ça a l'air d'être un gros gâchis d'énergie. Mais en réalité, il y a deux choses, il y a deux choses qu'il faut voir. Il y en a une qui est alors pour le coup très pratique. C'est que réécrire un bloc, si jamais tu veux remplacer le dernier bloc là, qui a été émis par un des tiens, et que tu veux faire ça tout seul dans ton coin, mais ça va, en fait, tu vas juste pas pouvoir. Parce qu'il y a eu tellement d'énergie, il y a eu tellement d'énergie mise pour la création du bloc que tu n'y arriveras, enfin, c'est impossible de le changer. Et ça, c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on veut. On veut pas que ça soit changeable. Et D'accord. alors, si tu veux réécrire les 10 derniers, mais alors là, laisse tomber, il va falloir que tu cumules l'énergie qui a été mise dans les 10 derniers. Ouais. En moins de temps que l'autre en plus. Donc c'est pour ça, si tu voulais tout réécrire depuis aujourd'hui, même avec le dernier, même avec un ordinateur du futur, tu mettrais toujours 10 ans à réécrire l'intégralité de la blockchain. D'accord. Ouais. De par ces règles de consensus, la chaîne fait que c'est valide, il y a une contrainte et en temps et en énergie dans quelque chose qui est ensuite complètement virtuel. Tu as une preuve dans chaque bloc que une quantité énorme d'énergie a été dépensée, de par la solution à ces difficultés. Ouais, d'accord. Et ouais, parce que, enfin, on entendait des histoires comme quoi des mecs avaient, enfin, des ordis qui ils minaient chez eux, ils calculaient le coût de l'électricité dans tel ou tel pays à tel ou tel moment, et puis ils utilisaient leur machine pour quasiment pour se chauffer, quoi. Ah oui, bah, il y a plus maintenant, mais enfin, on peut faire ça encore avec les, les petites crypto-monnaies qui utilisent des cartes graphiques notamment, mais là pour Bitcoin, c'est mort. Parce que c'est un truc qui est complètement industrialisé, c'est du matériel spécifique qui est fabriqué juste pour ça. Euh, Ouais. Ouais, mais tu fais pas ça tout seul chez toi avec ton ordi portable, quoi. non, non, bah tu peux hein, si tu as juste besoin de chauffage, mais tu gagneras jamais rien avec ça. Ouais. Par contre, donc oui, dépenser de l'énergie. Donc un, un truc, donc ça c'est une utilité pour empêcher la réécriture. Et d'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant aussi, c'est que tu te dis qu'en contrepartie, pour quelque chose qui est complètement virtuel, tu as quand même eu un impact sur le monde réel, un impact sur l'économie réelle.
Tout à l'heure, tu évoquais l'idée que ça prendrait un certain temps et qu'on allait ajuster finalement la difficulté de la création d'un nouveau bloc pour que ça dure toujours 10 minutes, que ça soit produit toutes les 10 minutes. Et quand on préparait l'entretien, tu me disais, bah, c'est formidable le Bitcoin parce que c'est une horloge sans autorité. Donc là, on fait un petit brin, on va dire, de quasiment de philosophie. En quoi Bitcoin est une horloge? Alors, c'est une horloge parce que, en fait, tu l'as très bien dit, le fait qu'on espace, que le système de plusieurs centaines, milliers d'ordinateurs arrive à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on espace les blocs sans qu'il y ait personne pour fournir le temps. Il n'y a personne qui dit bah non, là ça fait plus de 10 minutes. C'est seulement par en rendant la difficulté entre chaque bloc ajustée à la fréquence de bloc qui sort. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que le mineur va mettre dans les headers du nouveau bloc, il y a un temps. Il y a des règles qui font que il faut pas que ça soit un temps qui soit avant le bloc d'avant. Et bon, en règle générale, il est plutôt correct. À plus ou moins quelques secondes. Hein. Personne ne triche trop avec ça, et même s'il trichait, de toute façon, il se pénaliserait. Comment ? C'est un métronome en fait, quoi. Vraiment, c'est. Ouais, c'est un vrai métronome virtuel et mondial. Et là-dessus, c'est quand même assez. Rien que ça, en fait, c'est déjà une prouesse. Mais ensuite, oui, il faut du temps, hein, alors l'utilité du temps dans le Bitcoin, hein, vous l'aurez compris, c'est de certifier l'ordre des. Enfin, c'est même pas tant que ça du temps, c'est juste l'ordre. On veut que les blocs soient ordonnés et on veut s'assurer qu'ils le soient. Ouais. Et alors simplement, parce que là on va passer à la dernière partie sur l'aspect plutôt économie et géopolitique. Donc pour savoir, depuis tout à l'heure, on a dû prononcer une 50aine de fois le mot Bitcoin. Aujourd'hui, un Bitcoin est coté à... Ça fait quoi? Ça fait 10 000 euros? Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Donc ça nous permet d'aborder les choses. Alors, bon, l'expression que tu avais employée, comment dire, pour parler de ça, c'était une nouvelle classe d'actifs. Alors là, on rentre un peu dans l'aspect plus économique et financier. Bah oui, c'est quelque chose que personne ne comprend bien encore. On sait pas. Là, on sait pas ce que ça vaut. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Pourquoi ça s'échange à ce montant-là? Alors, il y en a certains qui ont dit, bah c'est simple. C'est parce que ça a un coût à produire. Alors, mais ça c'est des problèmes au regard de l'économie qui n'ont pas été résolus encore. Visiblement, l'histoire du coût à produire qui donne une valeur, de ce que j'ai compris en économie, ça a été invalidé plus d'une fois. C'est pas ça. Alors, si c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui cherchent cette autre chose-là. Il y en a qui prétendent avoir trouvé, mais pour l'instant, la seule chose dont on est sûr, c'est que ça a un prix. Ouais. La production de Bitcoin n'est pas gratuite, quoi. La production n'est pas gratuite et ça s'échange et ça marche. Après, qu'est-ce que en économie, oui, pour que ça ait de la valeur, faut que ça ait une utilité. Il y a cette hypothèse-là aussi. Alors, quelle est l'utilité de Bitcoin? Il y en a quelques-unes, hein, mais ça dépend vraiment du contexte. Si tu veux, oui, c'est une façon de mettre son argent hors des banques. Ouais. J'imagine que c'est très utile dans les pays
dont la monnaie s'effondre et qui n'ont pas la convertibilité avec le dollar, par exemple, ou une autre monnaie. Donc, au Venezuela, par exemple, le Bitcoin est très utilisé. Je me rappelle qu'on avait rencontré un type comme ça qui s'était plus ou moins évadé du Venezuela, enfin en tout cas qui avait quitté le Venezuela, qui avait mis, je crois, tout son argent finalement en Bitcoin pour pouvoir le récupérer sans avoir à passer par... Une fois en Europe, sans avoir passé par les banques, et mais c'est très intéressant ce genre de truc. Et on peut se demander si à mesure que le système bancaire devient instable, si les gens n'iront pas faire des choses comme ça. Euh, c'est vrai que c'est la meilleure façon de passer une frontière, hein, avec de l'argent. À moins d'être vraiment très riche, ou dans ces cas-là, c'est les banques qui s'en occupent pour toi, de faire des choses illégales. Il faut voir avec les banques suisses ou luxembourgeoises et tout ça pour faire des trucs comme ça. Mais sinon, pour faire de l'évasion fiscale, à petite échelle, le Bitcoin, c'est très bien. On va citer rien. Ouais, effectivement, ça permet une certaine fluidité. C'est un produit, ça peut être considéré comme un produit peut-être boursier de spéculation aussi forcément. Ah oui, bah, peut-être moins maintenant. En tout cas, je recommanderais à personne de s'amuser à boursicoter dessus. C'est la meilleure façon de perdre tout son argent. Par contre, bon, pour le long terme, c'est autre chose, je pense. Est-ce que tu considérerais ça comme comment dire, un placement un petit peu équivalent à une espèce d'or dématérialisé, mais limité en quantité? Là, je sais pas, De valeur. je fais pas de conseil financier, mais Non, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque part ça, le Bitcoin peut être utilisé finalement comme une réserve de valeur? et il faut aucune idée. Il faut voir. Moi, il y a quand tu regardes, tu as Peter Schiff par exemple, qui est quelqu'un de très connu dans l'or et qui s'est beaucoup intéressé à Bitcoin et qui dit mais non, c'est pas normal que ça vaille ce que ça vaut. Ça vaut zéro justement parce que ça n'a aucune utilité. Bon, lui, il a ses biais, Ouais. mais et notamment aucune utilité dans l'économie réelle. Mais je pense pas que la valeur de l'or vienne des dents en or ou du peu d'or qui est utilisé en électronique. Tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Enfin, je veux dire, bon, l'absence de valeur, là, c'est un petit crochet, mais finalement, dans un monde où tu peux créer, enfin, je veux dire, utiliser la planche à billets à hauteur de 1000 milliards, à coût de 1000 milliards, enfin, bon, Mais c'est l'argent ça, qui est Bitcoin, c'est assez intéressant quand on met un peu le nez dedans et puis qu'on creuse un peu, parce qu'au-delà de l'aspect technique, ça remet quand même, enfin, ça pose certaines questions, notamment au niveau de la monnaie et des monnaies fiduciaires. Donc fiduciaires, donc c'est les monnaies qui ont de la valeur parce qu'on croit qu'elles en ont. Donc nos monnaies, le dollar, l'euro. Et, et donc Bitcoin, donc c'est une monnaie fiduciaire, mais c'est même un peu plus parce que on en revient au coût de fabrication du Bitcoin. Le Bitcoin a un coût à fabriquer, mais c'est surtout, bon, je pense toute la valeur de Bitcoin, c'est parce que les gens, voilà, ils en veulent, ils pensent que ça a de la valeur, ils pensent que ça va la conserver. Finalement, le prix de Bitcoin qui monte, c'est juste ça que ça veut dire, ça veut dire que de plus en plus de gens pensent que c'est un bon support de valeur. Parce que toi, quand tu t'y es mis, quand tu t'y es vraiment intéressé, un Bitcoin, ça valait combien? Ça valait pas grand-chose. Enfin, ça valait déjà pas mal, mais toujours est-il que ça n'a fait que monter depuis. On était à quelque chose de quelques centaines d'euros, peut-être On était à peu près 300 euros. Et 10 000 aujourd'hui, quoi. On est à peu près 10 000. Ouais. On est repassé par les 5 000 pendant le Covid à peu près. Donc c'est très volatile. Parce que voilà, la volatilité, c'est aussi une caractéristique de quelque chose dont on ne sait pas ce que ça vaut. Ouais. Exactement. Ouais. Ça bouge beaucoup parce que les gens, ils savent pas. Ça disent d'un coup, ah, ça se trouve, quelle idée j'ai eu de mettre mon argent là-dedans, ça vaut rien. Et puis, bon, y a pas mal de gens qui spéculent. Donc, bah, et spéculer là-dessus à court terme, c'est la meilleure moyen de tout perdre. Donc vraiment,
pour ce qui est d'investissement, c'est vraiment n'investissez que dans ce que vous connaissez, quoi. Si vous comprenez pas comment marche Bitcoin, achetez pas des Bitcoins. Ouais. Il y a de très belles boîtes qui font des performances similaires, hein. Tu regardes. Je te parlais de Starbucks l'autre jour, c'est super aussi. Et ça fait, c'est juste du café, c'est beaucoup plus simple à comprendre, quoi. Non, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué, quoi. Petite question, alors là on rentre, on s'approche progressivement de la fin. L'idée que le Bitcoin, c'est une interprétation que j'avais vu courir dans un certain nombre de cercles économiques. Le Bitcoin, non pas, on parlait tout à l'heure du rêve libertarien finalement de ne pas passer ni par l'État ni par les banques. Mais qu'en fait, là, le Bitcoin serait, contrairement un peu à cet objectif-là, quelque part la roue de secours du système financier. Qu'est-ce que tu en penses de cette... Ouais. Je pense, à partir de là, on va dire, je vais enlever la réserve que j'ai eue jusque-là, et puis on va partir un petit peu dans mes Tes avis. Dans mes avis, dans mes espoirs, on va dire. Le Bitcoin, admettons que ça soit une réserve de valeur qui marche, voilà, où tout le monde se dit bon, c'est bon, ça marche, ça prend un petit peu tous les ans, bon, ça baisse pas tant que ça. Et c'est vrai que là, tiens, si on regarde le cours de cette année, ça n'a juste pas bougé, c'était chiant à mourir. C'est venu taper les 5000, mais brièvement, ces 3 semaines, tout du long, sinon c'est une ligne plate entre 8 et 11 000, quoi. Sur ça, c'est quand même super stable. Donc ça commence à devenir une bonne réserve de valeur. Il y a beaucoup de gens de la communauté qui plaisantent, qui disent maintenant que c'est une réserve de valeur, tout le monde va s'en désintéresser parce que ça bouge pas. Tu faisais moins cette année de bénéfices en mettant en Bitcoin qu'en mettant en bourse. Mais est-ce que ça pourrait devenir une unité de compte mondiale? J'aurais tendance à dire que c'est déjà le cas, en fait. Et parce que là, tu vois, actuellement, tu peux aller n'importe où si tu as du Bitcoin. Si tu comptes t'y installer un peu longtemps, c'est-à-dire si tu as le temps d'ouvrir un compte bancaire dans le pays dans lequel tu vas, tu peux rapatrier du Bitcoin que tu as acheté en France vers le Japon, mettons. Non, mauvais exemple. Vers la Chine, allez. Non, autre mauvais exemple. Allez, vers Singapour, en ayant fait un compte bancaire à Singapour. Au Japon, mauvais exemple, pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu n'as même pas besoin de compte bancaire. Il y a beaucoup de distributeurs, il y a beaucoup d'ATM, de distributeurs de cash qui acceptent le Bitcoin. Donc là, c'est encore plus simple, tu n'as même pas besoin de compte en banque. D'accord. C'est un mauvais exemple aussi parce que là, c'est interdit. mais je pense vraiment que oui. Alors, en France, tu en as un de distributeur, il est à Nice. Mais si tu regardes la carte des ATM Bitcoin, tu en as quand même un paquet partout. Et sauf en France, il n'y en a qu'un. Mais genre en Allemagne, tu dois en avoir, je sais pas, au hasard, tu dois en avoir une vingtaine. Enfin, t'en as à peu près un dans chaque grande ville en Europe. Et j'ai vu un à Prague, je me rappelle. ouais, non, mais oui, en Italie, il y en a aussi. Il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout, donc je pense que ça commence petit à petit. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là parce qu'on est toujours en recherche de prix. D'accord. Mais faut quand même savoir que les plus, enfin, Visa, Mastercard, Visa, je sais pas, mais Mastercard, je sais ils ont investi pas mal dans des boîtes qui travaillent sur le Bitcoin. Question annexe. Ouais, excuse-moi. Est-ce que c'est pas des gens aussi, forcément, ils investissent partout, ils se gardent des possibilités.
Et c'est vraiment un système alternatif qui est en train de se mettre en place, quand même. Autre cas, le Libra ou la Libra, je sais pas comment on dit, de Facebook. Euh, Qu'est-ce que t'en... C'est quoi? C'est un sous-Bitcoin? C'est une tentative qui va prendre de l'importance? C'est pas un sous Bitcoin, alors là pour le coup, c'est une crypto-monnaie qui est un peu différente du Bitcoin parce que déjà elle est pas ouverte. Donc tu ne peux pas aller gérer la façon dont les blocs sont émis, la façon dont les transactions sont émises. Je suis même pas sûr que tu puisses, je suis même pas sûr que tu puisses voir les transactions des autres. Mais c'est quelque chose qui est très bien conçu. Moi, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Tu te dis que Facebook a de l'ambition de faire un truc comme ça. Donc, ils sont de mémoire, il y a une centaine de partenaires qui seraient contrôleurs, on va dire, de cette crypto-monnaie, de la blockchain, donc qui émettraient les blocs et qui les valideraient. Donc, c'est pas quelque chose où Facebook serait tout seul. Hmm. Et non, vraiment, très bonne initiative. À mon avis, je pense que s'ils sont autorisés à faire ça, ça va être un gros challenger du Bitcoin. D'accord. En Ouais. termes d'utilisation, pas en termes de monnaie libre, on va dire. Parce Hmm. que, bon, derrière ça, tu auras toujours le problème de quasiment toutes les monnaies, même crypto-monnaies privées, c'est que la Corée du Nord s'en servira pas. Parce qu'on lui interdira de s'en servir. Avec Bitcoin, tu n'as personne pour dire non, vous, non. Ouais, n'importe qui. Et justement, oui, il y a pas de contrôle. On parlait de nos amis de la NSA, qu'on salue s'ils nous écoutent. Ouais, tu disais, on peut interdire, enfin, le Libra pourrait interdire son accès à, comment dire, à la Corée du Nord ou à, je sais pas, l'Iran ou voire le Venezuela. Et Bitcoin, c'est pas possible. C'est-à-dire que si je suis, je sais pas, les agences de renseignement font de moi quelqu'un de mal intentionné en Corée du Nord, je peux quand même trafiquer en Bitcoin. Ouais, après, c'est. Oui, pour l'instant, oui. Mais c'est de plus en plus contrôlé. Bitcoin était tout sauf anonyme, faut aussi oublier ça. C'est quelque chose qui est pseudonyme, donc on peut tracer, on peut suivre l'argent, on peut complètement suivre l'argent. D'accord. Et si on arrive à faire le lien entre une personne et une transaction, on peut remonter mais toute la chaîne. Ouais, donc c'est pas beaucoup plus anonyme finalement qu'un paiement en carte. C'est moins, c'est moins. D'accord. C'est moins anonyme. Si vous faites des choses illégales, vaut mieux rester avec votre banque. Enfin, peut-être pas la vôtre, mais avec les banques. Hmm. Parce que une banque, c'est une boîte noire. Une fois que l'argent est dans la banque, tu sais pas ce qu'il fait. Ouais. Et quand il va de banque en banque, là, voilà, l'émetteur de départ, il peut pas, même un État ne peut pas suivre simplement des transactions bancaires, contrairement au Bitcoin où la transaction que vous recevez, mais vous pouvez remonter, vous pouvez regarder dans toutes les mains par lesquelles est passé le billet quand même. Ouais, d'accord. Et voilà, donc les agences, et même, enfin, c'est tellement trivial, enfin, c'est trivial à faire, hein. Mais les agences ils peuvent blacklister enfin, ce qui est en train de se faire, ils peuvent blacklister des coins. Ce qui est très problématique pour le Bitcoin parce que, mais enfin, ils sont en train de travailler dessus. C'est de vraiment rendre ça impossible. Et il faut que ça soit impossible parce que si Bitcoin n'est pas fongible, donc si un Bitcoin n'égale pas un Bitcoin sur la chaîne, si on peut Hmm. différencier deux Bitcoins, c'est pas une bonne monnaie. Ouais, ouais, c'est ce qui pourrait, ouais, c'est un problème assez similaire Ah, à si sur ton billet de banque que tu sors du distributeur, il y a marqué argent de la drogue dessus, tu te dis ouais bon ce billet je vais peut-être le rendre au banquier et puis en demander un autre, tu vois. Hmm. Et c'est exactement ça c'est un des problèmes du Bitcoin pour l'instant, mais c'est un problème qui est déjà en partie résolu avec les transactions hors chaîne, qu'elles soient décentralisées ou pas. C'est-à-dire que tu as, à la fois un nouveau système de banque qui est en train de se recréer au-dessus de Bitcoin, donc par les startups qui travaillent dessus. Euh,
qui Ouais, ils qui font fils de banque Bitcoin, quoi, en gros. c'est ça, eux, ils encaissent du Bitcoin et manipulent pour les utilisateurs. Donc ça revient au même que les banques. Mais c'est pour ça, Mm. c'est vraiment un système alternatif. Enfin, c'est assez limite, on va dire pour l'instant. Ouais. Mais par contre, alors pour le coup, tu as un autre protocole qui est fait au-dessus du protocole de Bitcoin, qui permet d'échanger du Bitcoin avec un petit b. Et cette fois-ci, donc sans trop solliciter le Bitcoin, le réseau Bitcoin, Avec un grand B. et où les transactions sont instantanées. Et pour le coup, elles sont pas loin d'être complètement intraçables. Comment les États prennent le développement là, du Bitcoin? Enfin, on pense à la question monétaire qui est assez tendue avec l'avenir, disons, pas douteux, mais changeant du dollar. Est-ce qu'il y a une politique de méfiance? Est-ce qu'il y a des tentatives d'étouffer le réseau? Non. En France, je pense qu'on le ferait volontiers, mais on n'en a pas les moyens. Enfin, pas les moyens techniques. Aux États-Unis, ils auraient pu le faire, mais ils ont choisi, au contraire, d'intégrer de plus en plus de Bitcoin dans le système financier. Ils autorisent beaucoup de produits dérivés en Bitcoin, donc ça c'est pour l'aspect finance. Et ils ont dernièrement autorisé les banques euh, à détenir du Bitcoin pour leurs clients. Donc on peut raisonnablement se dire que ce ne sera pas interdit aux États-Unis. Hmm. Ouais, donc il y a vraiment cette politique-là d'intégration plutôt que de rejet et de tentative Mm, de. mm, mm. Oui, oui, Ouais. là c'est bien parti pour. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce que ce serait pas une roue de secours de la finance? Si, si, complètement. Enfin, ça pourrait, et j'espère que ça le sera un moment. Parce que même si c'est repris par des banques, même si tant qu'il y a toujours des gens pour vouloir le rendre de plus en plus anonyme, c'est pas grave s'il y a des banques qui viennent se greffer dessus, tant que le réseau, lui, reste libre. D'accord. Ouais. Hmm. Ok, bah écoute, on arrive vers la fin de l'entretien. Il y avait simplement deux petits points. Euh, on parlait de géopolitique et tu me disais c'est trop restreint encore pour parler de géopolitique, du minage. Est-ce qu'on aurait, à défaut d'avoir une géopolitique, on aurait une géographie du minage? C'est-à-dire qui mine concrètement? Ben, bon, qui mine, c'est miné là où l'électricité est pas chère, ou gratuite, comme au Venezuela. Au Venezuela, il y a eu ça aussi, hein. Voilà, de toute façon, au Venezuela, on peut voir à peu près toutes les dérives du socialisme, hein. Donc, et l'électricité gratuite, ça donne quoi? Bah, les gens qui peuvent se faire de l'argent avec le bien du peuple, ils le font. Donc, là, On a dit que c'était de la réserve. ils minent comme, enfin, les particuliers minent. Par contre, les boîtes vont miner, c'est beaucoup en Chine, beaucoup au Canada. En fait, là où il y a de l'électricité de l'hydroélectricité, donc des barrages, donc Canada, Chine, parce que, alors en Chine, bon, en Chine c'est un peu bizarre, il y avait des villes fantômes en fait qui ont été construites près de barrages. Et le temps qu'ils peuplent ces villes-là, il y a eu beaucoup d'opportunités d'aller pomper l'électricité en excédent. Donc ce qu'ils ont fait, Okay. au Canada c'est pareil, ils se mettent près des barrages. Et au Kazakhstan, alors Kazakhstan je ne sais pas pourquoi, mais l'électricité est pas chère non plus, donc c'est un bon plan. Mais bon, c'est des investissements, c'est plusieurs millions, dizaines de millions, enfin c'est déjà des échelles. Donc en fait, ouais, la production de Bitcoin, bon, ça nécessite de l'électricité, donc ça va rejoindre la question de parce que l'électricité en soi, elle apparaît pas de nulle part. Ça rejoint la question des moteurs d'énergie, quoi, finalement, et du coup Après, c'est quand même très intéressant. Même d'un point de vue écologique, au final, ça pourrait être une solution, mais il faudra encore que ça soit plus développé. Mais bon, voilà, faut voir. Bitcoin, ça bouffe beaucoup d'énergie, mais bon, pour sa défense, pour ce que ça vaut, c'est beaucoup d'énergie renouvelable. C'est des excédents. Et on peut imaginer que
un futur plus ou moins lointain, quand on aura, enfin, si on a un jour un réseau d'énergie renouvelable qui est très distribué, typiquement avec des éoliennes ou des panneaux solaires où on pourrait imaginer Bitcoin absorber le pic de production. Donc, c'est D'accord. pas de l'électricité qui a jeté, enfin, au lieu de l'acheter, l'utiliser pour miner du Bitcoin, ça peut être une solution pour ne pas complètement, enfin, pour amortir un petit peu plus l'investissement qu'on fait au niveau du renouvelable. Après, niveau géopolitique, c'est intéressant aussi bon, c'est un exercice de pensée, mais de se dire qu'est-ce qui arrive le jour où Bitcoin ça devient quelque chose qui est vraiment utilisé partout. Euh, voilà, on peut imaginer que les États ils veulent décider de comment Bitcoin doit évoluer. Et peut-être aussi si ça devient une réserve de valeur. Bon, alors là, on part loin, mais si ça devient une réserve de valeur, comment les États font pour mettre du Bitcoin dans leur caisse. Ouais, donc ça, là, on rejoint la question de géopolitique de l'énergie, quoi. De Avec l'énergie, ouais. et puis, bon, là, c'est le tout dernier point avant qu'on ne raccroche. L'idée, donc Bitcoin, tu disais, petit b, c'est en gros je veux dire, la substance, l'actif, la monnaie, entre guillemets. Et puis avec un grand B, c'est la communauté. Ah, Euh, c'est le protocole. c'est le protocole, pardon. Et la communauté, donc derrière, il y a des gens. Et il y a, quand on préparait l'entretien, tu parlais quasiment de religion maintenant du Bitcoin, un aspect un peu cultuel. Comment ça se passe quand on est dans la communauté justement du Ce sont des Bitcoin? gens, c'est sûr que pour pour ceux du début, ceux qui sont vraiment ouais, politiquement, oui, ce sont des extrémistes. Pas dans le sens où ils sont violents ou dangereux, mais c'est vrai que ça a trait quand même à un libertarianisme des plus débridés, où là, voilà, un des slogans du Bitcoin, c'est séparons la monnaie de l'État. Hmm. Séparation de la monnaie et de l'État. Moi, j'aime beaucoup, hein, personnellement, mais ça convient pas du tout à la plupart des gens encore. Va savoir pourquoi ils préfèrent avoir leurs économies se faire liquider. Mais bon, ils aiment bien leurs États, tant mieux. Hein. Ouais. Et donc ouais, il y a il y a un aspect communautaire. Je crois qu'il y a une affreuse créature qui sert de symbole, etc. Oui, oui, bah, c'est tout. Bon, après, c'est minuscule hein, encore, mais c'est Hmm. plein. Il y a des mèmes, il y a tout. Hein. C'est quand même animé par quelques milliers de personnes. Ouais, donc il y a une existence, enfin, une communauté vraiment active derrière ça. Il y a un Ouais, aspect. active et très fervente, quoi. Oui, c'est là qu'on rejoint un peu l'aspect religieux de la chose, c'est que ce sont des gens qui voient Bitcoin comme une solution à énormément de problèmes politiques. Politique, ouais. Et plus que politique, économique, dans le sens où pour eux, c'est vraiment, c'est même une croisée entre des problèmes politiques et économiques. Hmm. Ouais, c'est ça, parce qu'en fin de compte, dans les deux cas, finalement, que ce soit pour des raisons de ouais, philosophie politique ou d'efficacité économique, c'est ce qui est remis en cause, c'est l'intermédiation de l'État et des banques privées, quoi. Banques privées ou banques centrales, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que bon, t'as on en reparlera une autre fois, mais voilà, pour ces gens-là, le fait de plus avoir de planche à billets, ça te limite les abus. Il y a plus du tout d'impression de monnaie, donc ça limite la possibilité de financer des choses inutiles, comme typiquement des guerres. Euh, donc, voilà, une fois que Ouais. tu te mets dans ce mode de pensée, et en plus tu as des vrais prix, enfin tu as une économie qui est beaucoup plus saine en tout cas, a Sans priori. être familier, quoi. Hmm. Mm, mm. D'accord.
Ouais, c'est intéressant quand on voit la nouvelle théorie monétaire, etc. Mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine conversation sur le rôle de l'État en économie, le Bitcoin, etc. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas, Maxime, pour ces éclairages sur donc l'informatique, la crypto, le Bitcoin et toutes les questions qui restent encore à résoudre. Et puis on se dit à la prochaine.